Voilà, vidéo 46, exercice avec guidance. Donc la première chose, je vais vous faire un petit rappel. Donc il suffit de prendre la fiche 8. Donc elle fait partie du cours. Donc on avait vu qu'il y avait trois éléments passifs. Donc la résistance, l'inductance et le condensateur. Donc les repères c'est R, L, C. Donc les symboles, ben, vous les connaissez. Alors les paramètres électriques c'est très important. Donc la résistance elle est directement en ohms. L'inductance, elle est nommée L, et son unité, c'est le Henry. Et pour le condensateur, c'est le farad. Donc si on veut additionner tout ça ou faire un mélange de tout ça, il va falloir que ça soit homogène. C'est-à-dire qu'il faut transformer les Henry en ohms et les farad en ohms aussi. Donc ça va dépendre du type de tension ou de courant qu'on a aux bornes de chaque récepteur. Donc si on a un courant continu, DC ici, direct courant en anglais, euh, en DC, le oméga, la pulsation ou la vitesse angulaire du courant, de l'onde, elle est nulle, donc c'est zéro. Donc à ce moment-là, la résistance de chacun de ces trois, on va voir que la résistance de la résistance, elle est directement en ohm. Par contre, l'inductance, elle n'a pas de résistance, c'est 0 ohm, c'est comme si c'était un fil, d'accord? Et le condensateur, en courant continu, en régime permanent, une fois que le régime est établi, eh ben, sa résistance devient infinie. C'est comme si c'était un fil coupé. Donc un fil coupé. Donc si je fais le schéma électrique de ça, ben, c'est comme si, en courant continu, en DC. Hein. Donc la résistance d'une résistance, on a ça. Donc c'est impeccable, elle existe. L'inductance, elle, en courant continu, donc on a notre bobine. Si on fait passer du courant continu dans cette bobine-là, eh ben, l'inductance, elle réagit comme si c'était un fil. Donc un fil n'a pas de chute de tension. C'est-à-dire que si je mets un 24 volts ici, j'aurai bien évidemment un 24 volts à l'autre bout. Il n'y a pas eu de chute de tension. D'accord? Ensuite, pour le condensateur, lui, voilà, en courant continu, pareil, si on fait rentrer un courant continu là-dedans, le condensateur, au bout d'un certain temps, ben, c'est comme si c'était un circuit ouvert. Donc le courant ne peut plus passer. Donc là, on n'a plus rien. D'accord? Donc en résumé, la résistance en courant continu, le seul élément qui a une résistance, c'est la résistance en elle-même. D'accord? En courant alternatif, donc à ce moment-là, on a décidé de dire, ben, en courant alternatif, il va y avoir une réaction. Donc réaction, réactance. Ce mot de réactance vient de réaction. En courant continu, en courant alternatif, excusez-moi, en AC, alternatif courant, la réactance de la résistance, elle est nulle, c'est 0 ohm. Par contre, la réactance de l'inductance est égale à L fois oméga. D'accord? Et la réactance du condensateur, c'est 1 sur C oméga. C'est l'inverse, quelque part, c'est-à-dire que XL absorbe de l'énergie réactive. On verra ça, c'est en forme d'énergie ou de puissance. Tandis que XC, lui, en fournit. On verra, c'est pour ça que c'est inversé. On verra la chose. Ensuite, pour homogénéiser tout ça, on parle plus on peut toujours parler de résistance et de réactance, mais en courant alternatif, on peut parler aussi d'impédance. Alors l'impédance, ça prend tout le monde en compte. Donc l'impédance de la résistance, ZR, est égale à R. Et l'impédance de l'inductance, ZL, est égale à XL, est égale à sa réactance. Et ZC, l'impédance du condensateur, est égale à XC. Alors, pour calculer les réactances, on voit qu'on a besoin de oméga ici. Oméga, c'est la pulsation ou la vitesse angulaire. Et oméga, c'est égal à 2πf. Donc, pour calculer oméga, on est obligé d'avoir la fréquence. Si on ne donne pas la fréquence du réseau, on ne peut pas calculer oméga. Donc, oméga, c'est en radians par seconde, radians sur seconde, ou bien qu'on peut noter radians seconde moins 1. Maintenant, on va attaquer l'exercice. Le voilà. Alors, pour l'exercice, donc on lit vite fait les données. Voilà, voilà, excusez-moi. Alors l'exercice, on applique une tension de 230 volts, donc à ce moment-là,
tout de suite, il faut transformer, marquer nos hypothèses. Pour marquer nos hypothèses, voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors pour marquer nos hypothèses, il va falloir qu'on marque les repères, donc fiche 22, les repères et les unités de chacune. D'accord? Donc on applique une tension de 230 volts. Donc hypothèse ici, U, les hypothèses, 230 volts, le repère c'est U égale à 230 volts. Donc au bas avec une fréquence de 50 Hz. Donc F égale 50 Hz. D'accord? On continue avec une résistance pure R égale à 30 ohms. Et une inductance, alors l'inductance se note L est égale à 0,16 Henry. Donc ici, d'après les hypothèses, on a la tension, la fréquence, la résistance et l'inductance en Henry qui va bien évidemment falloir transformer en réactance pour qu'elle soit en ohm. Donc ensuite, on passe à la phase d'après, on va faire le schéma électrique de tout ça. Donc on nous dit qu'on applique sur un circuit comportant une résistance pure en série. Donc là le mot série est très important. Donc à ce moment-là, je fais mon schéma, j'ai ma résistance, j'ai mon inductance, et voilà. Donc ici, j'ai fait ma résistance, mon inductance, la résistance elle est là, l'inductance elle est là. J'y applique une tension qu'on appelle U, qui fait 230 volts. Donc cette tension, je vais la mettre ici. Voilà. Je dis que U égale 230 volts. Donc je suis bien aux bornes de mon ensemble. Bien évidemment, si j'ai mis une tension de 230 volts ici, si je soumets l'ensemble à 230 volts, il va y avoir un courant. Donc le courant, convention récepteur, la tension de ce côté, le courant sera de ce côté, I. Donc ce courant, quand il va traverser la résistance, c'est que cette résistance, elle sera soumise à une tension qu'on va appeler UR. Ce courant traverse la résistance et il va traverser l'inductance. Et l'inductance, elle va réagir et il y aura une tension à ces bornes qu'on va appeler UL. Voilà le schéma. Maintenant, si on prend un à 1, ça nous fait UR et UL. Mais si on prend la globalité du dipôle, si on se dit tout ça c'est dans une boîte, et bien ici on aura UZ. Donc la tension UZ qui est de là à l'entrée ici. Hein. Donc on aura UZ et on s'aperçoit que UZ c'est le même que U. Donc UZ est égal à U ici. Alors pourquoi UZ est égal à U? Donc UZ, la pointe de UZ elle est sur ce fil là. Or sur ce fil là il y a aussi la tension U. Et l'origine de UZ qui est ici, donc à la sortie de L, elle est sur ce fil et on s'aperçoit ici qu'on a aussi U. Donc d'après la loi des branches, U est égal à UZ. On continue. On nous demande de calculer XL. Or on a vu que XL est égal à L fois oméga. Donc si XL est égal à L fois oméga, donc XL est égal à L que multiplié oméga, on sait que oméga est égal à 2πf. Donc ça c'est égal à L que multiplie 2πf. Donc dans les hypothèses on a la fréquence, on la connaît, donc on va donc calculer oméga d'abord en premier pour décortiquer le calcul. Donc ça me fait 2π fois 50, puisque notre fréquence elle est de 50 Hz. Donc 2π fois 50, ce qui nous fait 100π. 100π radians par seconde. Ou bien on peut marquer 100π, 100 fois π, ça fait 314 radians par seconde. Alors j'ai mis les deux notations, radians multiplié par seconde moins 1, ou bien radians par seconde. D'accord? Maintenant que je connais
oméga, je peux calculer mon XL. Alors XL est égal à L fois oméga. L, je sais que ça fait 0,16. L fois oméga, ça me fait 0,16 fois 100 pi. Si je fais le calcul, ça me fait 16 pi. 16 pi ohm. Ou bien, si je fais 16 fois pi, ce qui va me faire 50,26 ohms. Maintenant, si je regarde le résultat, j'ai ma résistance qui fait 30 ohms d'après les hypothèses et ma réactance qui fait 50,26. Maintenant, c'est homogène. Je peux donc faire des calculs pour pouvoir calculer l'impédance du circuit complet. Donc c'est ce qu'on me demande. Donc l'impédance, hop, je l'ai perdu. Incroyable, heureusement que je dépasse. Ah, excusez-moi. Donc l'impédance, on revient là-dessus. Donc nous, on va travailler sur le premier triangle. On s'aperçoit que l'impédance totale, c'est égal à ici R. Là, on avait XL. Ici, X, c'est XL ou XC ou bien le mélange des deux. Là, en l'occurrence, dans cet exercice, c'est juste XL. Et puis l'impédance, elle est là. Et on va voir phi. Donc on va d'abord tracer notre triangle des impédances. Donc je le trace ici, vite fait. Ici, j'ai un angle droit. Je sais que ici habite R. Je sais qu'ici habite XL. Et là, j'ai Z. Et là, j'ai un angle phi qui est orienté. Attention, il est orienté. Orienté, ça veut dire quoi? Que le sens trigo positif, il est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc sens, ça c'est le sens trigonométrique positif. Quand on tourne dans ce sens-là, c'est positif. Donc une fois qu'on a notre triangle, on peut donc attaquer et calculer Z. On s'aperçoit que Z, il est dans le triangle rectangle. On ne peut pas dire que c'est R plus XL directement. On ne peut pas dire que c'est 50,26 plus 30. C'est pas possible. On n'est pas linéaire. On est dans un triangle rectangle. Donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que Z carré est égal à R carré plus XL carré. Donc Z est égal à la racine carrée de R carré plus XL carré. Donc j'ai plus qu'à faire le calcul. R carré plus XL carré. Vous mettez des parenthèses ici. Comme ça, votre calcul sera bon. Donc égal, excusez-moi. Donc ça me fait racine carrée de 30 au carré plus 50,26 au carré. Fermeture des parenthèses. Après calcul, ça fait 58,53 ohms. Donc Z est égal à 58,53 ohms. On vient de calculer ça. On connaît cette valeur-là. Attention, juste pour rappel, si on avait été en courant continu, imaginez en courant continu, on aurait une résistance plus, alors en courant continu l'inductance n'existe pas, mais on aurait une autre résistance. Si on avait la résistance R1 et ici une résistance R2, en courant continu, si celle-ci faisait 30 et celle-ci faisait 58, juste pour information, 50, on va dire 50, la somme des deux, la résistance équivalente, elle faisait 80. Ça faisait 50 plus 30, ça faisait 80. Ça, c'est en courant continu, ça marche très bien en courant continu. Tandis que là, en courant alternatif, on n'a pas le droit de faire ça, parce qu'on a les 30 dans ce sens-là, et les 50,26 dans le sens du haut. Donc, il faut absolument utiliser le théorème de Pythagore. On continue. On nous demande de calculer I. Alors, I, il est là. Moi, ce que je connais, c'est quoi? Je connais la tension totale de l'ensemble. Or, je viens de calculer Z. Donc, il suffit d'utiliser la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm, vous l'avez. Incroyable. Plus on s'organise, plus c'est régulier.
Elle est où cette loi d'Ohm? Excusez-moi. Bah, je l'ai perdue. Ah, elle est là. Donc tout est tiré de ce triangle-là, la fiche numéro 27. Donc la loi d'Ohm, on est parti du triangle des impédances. Donc UR égale RI, UX égale XI, et ainsi de suite. Donc on avait fait ici le résumé. Donc UR égale RI, UX égale XI, et UZ égale ZI. Nous on est dans ce cas-là. Dans ce cas-là, parce qu'on est sur l'hypoténuse du triangle des impédances. Donc on a le droit de marquer que UZ égale à Z fois I. On sait que UZ, c'est égal à la tension générale, donc 230. Donc il suffit... Et Z, c'est ce qu'on vient de calculer là, les 58 et quelques. Donc ça nous fait que I est égal à UZ sur Z, ce qui fait 230 sur 58,53, ce qui va nous donner 3,92 ampères. D'accord? Maintenant, on va calculer le facteur de puissance. Alors, le facteur de puissance, c'est le cosinus phi en réalité. Donc, c'est aussi le cosinus phi, le facteur de puissance. Alors, la méthode, c'est qu'on est dans un triangle rectangle, ici, et on va utiliser la petite méthode mémotechnique SOHCAHTOA. Donc, nous, on est là. Donc, le cosinus, c'est un dot que l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, l'adjacent de qui? De cet angle phi. Donc ici, ça sera R sur Z. Donc, cosinus est égal à R sur Z. R, on le connaît, c'est 30. Et Z, on vient de le calculer, 58,53. Et ça nous donne 0,51. Attention, c'est adimensionnel, il n'y a pas d'unité. Autant ici, quand on a fait nos calculs, on avait Z en ohm, XL en ohm, et là c'est adimensionnel. Pourquoi? Parce que ce sont des ohms divisés par des ohms, donc c'est adimensionnel, ça devient scalaire. On passe à la feuille numéro 3. Alors, on va calculer cette fois-ci la puissance apparente. Donc la puissance apparente, si je reprends mon triangle, alors ça n'existe dans aucun bouquin, hein, c'est la méthode Wassa, on appelle ça, enfin j'appelle ça la méthode Wassa. Donc on est parti de ce triangle-là, et on est passé directement à ce triangle-là. Donc on a zappé celui-là. Bon, on va voir si on peut faire le calcul ou pas. Donc on nous demande de tracer le triangle des puissances. La Kaskantienne, on le trace. Donc, d'après ce que je sais, c'est que ici, pour passer des triangles des tensions, triangle des impédances au triangle des tensions, j'ai multiplié par I. Donc ça me fait UR égale RI. Pour passer des triangles des tensions au triangle des puissances, j'ai remultiplié par I. Donc UR fois I. Donc après, j'atterris sur le triangle des puissances. D'accord? Donc ici, on a P. Là, on a Q. Et là, on a S. Donc, ce triangle des puissances, il faudra le connaître par cœur. Et bien évidemment, ici, on a phi. Alors, c'est ça qui est magique, c'est que ce phi-là ne change pas. Phi ne change pas. Quel que soit le triangle dans lequel on se trouve, phi est strictement identique. En mathématiques, on appelle ça une homothétie. Donc, maintenant, je dois calculer S. Qu'est-ce que je connais? Je connais Z, U et I. Donc, on a vu, toujours dans ce triangle, que S est égal à UZ fois I. UZ, c'est le U total, fois I. Donc, je connais. Donc, je peux le faire comme ça. U fois I. Donc, ce U, c'est 230 volts. Excusez-moi. Fois I, le courant qu'on a calculé tout à l'heure, 3,92.
ce qui fait 901 à peu près volts ampères. D'accord? Mais on s'aperçoit qu'on peut le calculer de manière différente. On a pris celle-là. Mais on peut dire que c'est aussi égal à Z I carré, ou bien U carré sur Z. Alors, après, ça va dépendre de la valeur qu'on a calculée, de la précision de la valeur, mais Z I carré, on peut le faire avec Z I carré. Alors, pourquoi on connaît Z et puis I, on le connaît. Donc, si on fait le calcul rapidement, Z, c'était 58,53. 58,53 fois I 3,92, 3,92 au carré. Donc on doit tourner aux alentours de 900 normalement. Donc on fait le égal et on s'aperçoit qu'on a 899,3. Autant dire 900. Donc c'est validé. D'accord? Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le calcul avec du U carré sur Z. La même chose. Ensuite, on nous demande de calculer P et Q. Alors, ici, P et Q, on aurait pu calculer P en connaissant UR, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va utiliser une autre méthode, on verra ça dans un autre exercice. Alors, UR, on pourrait le calculer parce qu'on a I, donc il suffit de marquer que UR égale RI. Et après refaire le calcul avec ça. Mais nous, on va utiliser les lignes trigonométriques, la ligne trigonométrique. Super important, rappelez-vous que phi est constant partout. Donc il suffit, quand on connaît une des lignes trigonométriques, on connaît les trois lignes trigonométriques. Une des lignes trigonométriques qu'on connaît, c'est le cosinus phi. On l'a, le cosinus phi, on l'a calculé précédemment, et il fait 0,51. Donc on sait que notre cosinus phi est égal à 0,51. D'accord? Mais je sais que pour avoir phi, il suffit de faire ça implique que phi est égal à arc cos de 0,51 ou bien cosinus moins 1 de 0,51, ce qui est égal à 59,3 degrés. Si votre calculatrice est en degrés, d'accord? Donc on va le faire vite fait. Donc moi sur ma calculatrice, mon cosinus il est là. Je fais Shift cos moins 1 de 0,51, fermeture des parenthèses, exécute, 59,3. Maintenant si vous avez une autre calculatrice telle que celle-ci là, attention, pareil, vous cherchez votre cosinus, il est là, d'accord, et vous faites Shift cos moins 1, excusez-moi, il y a un 0 devant, Shift cos moins 1 de 0,51. Et ça vous donne 59,3, donc le même résultat. Dans l'hypothèse où vous êtes en mode radian, il suffit de vous remettre en mode degré. Donc pour se mettre en mode degré là-dessus, excusez-moi, j'ai éteint comme un couillon, donc il faut faire Shift Mode, ou Shift Menu, excusez-moi, Shift Menu, et vous descendez ici à l'angle, et puis là vous avez degré, ou radian. Donc là, si vous étiez en radian, ben ça faisait ça, il suffit d'appuyer là-dessus, tac, d'accord? Donc ça c'est sur cette calculatrice là, d'accord? Ensuite sur celle-ci, comment il faut faire? Mode, non, c'est pas ça. Shift configuration, voilà, c'est Shift configuration, et puis là vous avez plus qu'à taper le chiffre qui correspond. Donc si je tape 3, je suis en mode degré. Donc voilà. Ok, voilà. On continue. Voilà. Alors, maintenant que vous avez votre résultat, vous pouvez faire votre calcul. Calculer sinus phi. Sinus phi qui est égal à sinus de 59,3. Et si vous faites ça, ça va vous donner sinus de 59,3. Ça nous donne 0,85. À peu près. Ou 0,86, allez.
Donc la précision. Donc on sait qu'on a un cosinus qui est égal à 0,51 et un sinus qui est égal à 0,86. Ce sinus-là, j'ai réussi à le calculer parce que j'ai extrait mon angle phi. D'accord? Maintenant, il suffit d'utiliser les formules classiques hein, que nous avons. Ah, je l'ai oublié. Alors, on a celle-ci et on a celle-ci. Donc on sait que cosinus phi est égal à P sur S, sinus phi est égal à Q sur S. Donc on me demande P et Q, mais je sais que je connais S, et je connais cosinus phi et sinus phi. Donc à partir de là, je peux tirer mes formules, mes données. Donc, vous avez aussi le formulaire sur la page 7, là. Vous les avez là. En courant monophasé, P est égal à S cosinus phi, et Q est égal à S sinus phi. Donc, je réécris ça. Je sais que cosinus phi est égal à P divisé par S. P divisé par S. Ça implique que P, excusez-moi, cosinus phi est égal à P divisé par S. Ça implique que P égale S cosinus phi. S, le S je le passe en haut, ça fait S cosinus phi. Et si je fais le calcul, S c'est 901 multiplié par 0,51. Et ça doit faire aux alentours de, c'est la moitié, hein, un peu plus de la moitié, 459,8. Alors cette fois-ci ce sont des watts, d'accord? Là ce sont des watts. Et sinus phi est égal à Q sur S. Ça implique que Q égale S sinus phi. Ce qui fait toujours 901 à peu près multiplié par 0,86. Et ça nous fait 775,5 bars. Voilà. On aurait pu mener le calcul différemment. Donc je vous le fais derrière. Par exemple, on a pour Q, on sait que Q est égal à S, excusez-moi, reprends. Je sais que sinus phi est égal à Q sur S, ce qui me fait que Q est égal à S qui multiplie sinus phi. Mais je connais mon cosinus, ce qui fait que Q est égal à S que multiplie sinus. Si je veux phi, je peux le tirer en faisant cosinus moins 1 de phi. Ce qui fait S 901 sinus de cosinus moins 1 de 0, le note cosinus il faisait combien, je ne m'en rappelle plus, 0,51. Et là, si on fait ce calcul là directement, donc on fait 901 sinus de shift cos moins 1 de 0,51, fermeture des parenthèses, exécute, ça nous fait 775. Et c'est ce qu'on avait var, c'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. D'accord? Voilà. Merci.